Bonsoir, ce soir nous recevons le directeur exécutif de l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement, SICODEV Afrique. Bonsoir Amadou Kanouté. Bonsoir Mahmoudou. Appel des chefs religieux aux hommes politiques à taire leurs querelles pour éviter une guerre civile au Sénégal, accident mortel en Syrie, révolte de jeunes comme à Kolda il y a quelques jours contre l'administration, criminalité, vol d'électricité et de bétail. Peut-on parler de crise de citoyenneté dans notre pays? Je le pense. On peut parler de crise de citoyenneté parce que quand ceux qui doivent nous diriger se font interpeller de cette manière, parce que justement, il n'y a plus d'espace où on peut avoir un débat justement citoyen, où on peut avoir des formes d'explication qui permettent à chacun, ceux qui nous dirigent et ceux qui sont dirigés, de pouvoir se parler de manière constructive. Il y a un problème de citoyenneté. Pourtant, chaque premier lundi de chaque mois, le chef de l'État procède à une levée de couleur, il se prononce sur un sujet précis. Il y a un ministre de la construction citoyenne. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est que d'abord, les gens perçoivent très souvent les actions comme étant des actions purement politiciennes. Vous vous rappelez qu'il y a eu un moment où les bus de Dakar Demdik avaient été peints à une couleur qui avait été considérée comme une couleur d'un parti politique. Oui, on est passé du vert au marron en passant par le bleu. Le bleu. Ouais. Et correspondant alors, aux différents régimes. aux différents partis politiques qu'il y avait dans ce pays. Et alors, ça a fait que nous avons eu une translation d'un bien public qui appartient à tout le monde vers un bien qui appartiendrait à un parti politique, donc un privé. Et tout cela fait que dans l'esprit des citoyens, on ne fait plus la différence entre ce qui est bien commun et ce qui appartient à ou un parti, ou un chef d'État, ou un maire, ainsi de suite. Et cela se traduit d'une autre manière. C'est quand on vous amène des sacs de riz et que vous vous considérez en tant qu'indigent, que cela vous a été donné par Mamoudou. Il y a confusion. C'est notre bien. Mais le travail donc, les symboles de la citoyenneté, lever du drapeau et consorts, doivent aller de pair avec, puisqu'il y a une institution qui est chargée de faire cette éducation à la citoyenneté, avec des rappels qui permettent de dire, voilà ce qu'est le citoyen. Mais d'un autre côté, Mamoudou, certains des éléments que vous avez cités me semblent traduire aussi un besoin de citoyenneté. C'est des gens qui disent, nous sommes des citoyens, mais nous avons besoin d'être pris en compte. L'affaire devient plus sérieuse, voire plus grave, quand c'est des religieux qui s'adressent à l'élite politique pour dire « arrêtez vos querelles, sinon vous menez le pays à une guerre civile ». Mamoudou, c'est nos modèles. C'est nos modèles. Et ces modèles doivent nous inspirer et doivent inspirer nos enfants. Alors si, heureusement que nous avons ces régulateurs sociaux dans notre pays et qu'ils sont, eux, à mesure d'être entendus sans être taxés de propos politiciens. Oui, parfois aussi ils sont accusés eux-mêmes. C'est vrai. On est heureux d'avoir encore parmi eux des chefs religieux qui, quand les gens les écoutent avec une oreille attentive de c'est quelqu'un qui nous parle en tant que fidèle, c'est quelqu'un qui nous parle en tant que citoyen. C'est une figure, comme un père, un bon père dans cette façon. Parmi vos centres d'intérêt, il y a la transparence budgétaire, justement, l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, avec le maire Khalifa Sall qui est aujourd'hui incarcéré pour les délits présumés d'association de malfaiteurs, de détournement de fonds publics et même de blanchiment de capitaux. Est-ce qu'il se pose ici un problème de transparence budgétaire? Tout à fait. Ah oui, comment? Cette caisse, Mamoudou, jusqu'à aujourd'hui, j'ai entendu au moins 3 ou 4 définitions de cette caisse ou de ce fonds. Dans un premier temps, on a parlé d'un compte pour les indigents, où on pouvait prendre de l'argent, acheter du riz et du mil. Apparemment, l'IGE aurait fait une enquête et a trouvé que
ce riz n'a jamais été acheté, ou la DIC a fait cette enquête et aurait dit que ce riz n'a jamais été acheté. Première définition, on a dit c'est un fonds pour les indigents ou pour les cas sociaux. Et ensuite, on a dit c'est un compte poche. Un compte poche, comme quoi c'est de l'argent qui est à la disposition d'un maire, d'une autorité qui peut en utiliser comme de l'argent dans votre poche. Un de vos des avocats qui le défendent d'ailleurs avait fait de ça son argument. Mais après, avant-hier, on a entendu que c'était des fonds politiques qui étaient dans cette caisse. C'est 3 définitions de cette caisse. Où sommes-nous? On a parlé de faux et usage de faux. Usage de faux, parce que tout simplement, apparemment, quand il y a eu des factures qui étaient des factures qui n'existaient pas. Et donc, quand des gens sentent le besoin de faire des factures, ça veut dire qu'ils sentent le besoin de se justifier. Mais puisqu'il y a théoriquement un contrôle a posteriori, comment ça s'est fait qu'on ait accepté ces factures-là pour après dire c'est en fait de fausses factures. Donc il y a là tout ce méli-mélo qui fait qu'aujourd'hui on parle de transparence. Ça n'est pas transparent. Comment le démêler? Mais le démêler, c'est justement, il faut qu'on accepte. Qu'on se dise que toutes les caisses noires, caisses politiques, qu'on s'entende sur comment ces caisses doivent être gérées. Même si on met à votre disposition 1 milliard de francs CFA, qu'on puisse nous entendre sur voilà les lignes sur lesquelles cela doit être dépensé. Toutes les caisses soumises à un contrôle. Exactement. Et où on rend compte. On nous dit il y a certains cas où il n'est pas possible de rendre compte parce que ça relève de la sécurité nationale. Je peux bien comprendre cela. Quand on va faire de l'espionnage dans un autre pays, on ne va pas le dire. Mais il ne faut pas que ce soit un fourre-tout, non? Non, exactement. Mais c'est surtout ça. Mais dans la majeure partie des cas, regardez un peu notre histoire récente. Notre histoire récente montre que tous ceux à qui on a donné beaucoup d'argent, qui se sont enrichis, on dit que c'était les fonds politiques. C'était la caisse noire. Donc, à ne pas justifier. Hors de portée de la justice. Dès qu'on évoque cet argument, on est hors de portée de la justice. Mais exactement. Exactement. Et c'est ce dont, en plus qu'il y a une jurisprudence avec la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Tout à fait. On fait valoir que c'est les fonds politiques, c'est la caisse noire, on n'a pas à justifier. Entendons-nous sur les règles de gestion de ces caisses-là. La couverture maladie universelle, il y a une évaluation. L'agence nationale chargée de gérer la CMU a convié des acteurs à une réflexion et il en ressort qu'il y a un projet de loi qui est dans le circuit contre la fraude. D'abord, votre appréciation de la CMU depuis sa mise en œuvre? Depuis sa mise en œuvre, surtout avec l'installation de l'agence, ça a donné un coup de fouet extraordinaire. Je dois avouer qu'au départ, quand le gouvernement avait dit nous voulons atteindre 75% d'ici 2017, j'étais parmi ceux qui étaient sceptiques en disant nos études montrent que tous les pays qui ont réussi à atteindre l'universalité, la moyenne, c'est 33 ans. Donc que le Sénégal veuille caler en l'espace de 2013-2017 et atteindre 75%, j'avais des doutes. Mais apparemment, avec la mise en place de l'agence, apparemment, ils auraient atteint aujourd'hui 57% de gens qui sont couverts contre les risques maladie, qui se sont inscrits dans les mutuelles. Les 75% restent jouables à la fin de l'année 2017? Ben justement, on verra bien. On verra bien. Mais le danger que je perçois, c'est pour des innovations sociales de cette nature, Mamoudou, il n'est pas bon de les caler sur un calendrier électoral. C'est une innovation extrêmement puissante, la CMU. Comme la réforme foncière. Ça, c'est des innovations sociales qui sont extrêmement importantes. On doit les décaler de tout calendrier politique. Sinon, le risque est gros que ça soit utilisé de manière politicienne. Et c'est ce qui s'est passé au Bénin. Aujourd'hui, le processus de mise en place de la CMU au Bénin a été complètement discrédité sous Yahya Boni. Le Sénégal court le risque, le même risque. Ce risque est gros quand on politise ce genre d'innovation sociale. Il ne faut pas. Et c'est ce risque que je percevais quand je disais pourquoi devons-nous caler ça sur 2017 et dire 75%. Mais je comprends bien
que le leadership de l'agence à laquelle il est demandé d'atteindre ces résultats fera tout pour atteindre ces résultats, quelles que soient les manières dont cela se fera. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément là? Mais ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'il est tout à fait possible que la perception réelle que les gens ont de ces statistiques ne soit pas une réalité. Ah oui? Nous avons participé La SICODEV a des réserves sur les chiffres. Écoutez, on attendra 2017 pour voir cela. Dès le départ, on a dit on est sceptique. 75%, on est sceptique parce qu'on sait combien c'est difficile. Vous voyez, il y a des choses que l'agence ne pourra pas percevoir. Voilà ce que nous disent, nous, les mutualistes, entre nous. Ils nous disent, il y a certaines choses, ça ne peut pas se dire lors de vos réunions communautaires. Quand on le dit, mais pourquoi vous n'allez pas vous inscrire dans les mutuelles? Les mutualistes ont fait un travail extraordinaire de sensibilisation pour que les populations aillent s'inscrire. Mais voilà ce qu'elles nous disent, ces populations, qu'elles ne disent pas toujours à tous les mutualistes ou en public. Imaginez que moi, chef de famille, j'ai 4 enfants qui ont plus de 5 ans. À partir de 6 ans, il faut bien qu'on puisse les inscrire. C'est 3 500 par personne par année, auquel l'État ajoute 3 500. Le père de famille vous dira, qu'est-ce que je fais? Je choisis l'un d'entre ces 4 enfants et je le mets là-bas parce que je n'ai pas les moyens. Ou alors, la décision, elle est simple. Je n'inscris personne. Faiblesse des ressources, mais aussi faiblesse du nombre de cotisants, non? Jusque-là, puisque l'agence dit qu'ils en sont à 57%, on considère que 57% de la population de ce pays est aujourd'hui inscrite dans les mutuelles. Mais la réalité, et c'est là que je dis, il faut qu'on puisse aller vers des mécanismes qui soient beaucoup plus endogènes pour faire adhérer les populations aux mutuelles. Le plus difficile, c'est la prise en charge des gratuités dans tous les pays où on a mis en place la couverture maladie universelle. C'est le secteur informel, c'est les populations rurales. Comment faire en sorte que ces populations-là puissent adhérer, vu la saisonnalité de leurs revenus pour les paysans, vu le caractère extrêmement modique, souvent dans le secteur informel. Quand on considère tous ces aspects, on se rend compte que le revenu devient un facteur extrêmement difficile. Et nous, on a dit, il faut qu'on puisse imaginer des mécanismes endogènes. On ne peut pas compter sur les taxes sur les appels entrants pour financer la CMU. Parce que tout simplement, aujourd'hui, vous et moi, nous utilisons WhatsApp. Nos parents qui sont en Italie, ils utilisent Viber, ils utilisent Skype pour nous appeler. Donc, Orange, Sonatel, tous les autres sont en train de perdre. Bien, on ne peut pas compter non plus, Mamoudou, sur les billets d'avion. On dit on va faire la taxe, puisqu'on a construit JAS avec la taxe, la redevance. Mais aujourd'hui, le Sénégal est un pays qui veut utiliser le tourisme comme source de génération de revenus. Qu'entendez-vous par mécanisme endogène? Mécanisme endogène, ce serait par exemple ce que nous ont dit certains leaders religieux. Quand on leur a expliqué ce qu'était la CMU, ils nous ont dit, mais si je savais que c'était ça, puisque tous mes fidèles dépendent de moi, pour leur santé, pour leur ordonnance, moi je n'ai que 2 choses. C'est les champs, la terre et mes fidèles. J'allais prendre un champ, 2 hectares, 3 hectares que je vais leur affecter et leur dire que chacun d'entre vous contribue pour une demi-journée à ce champ-là et toutes les récoltes, nous allons utiliser ça pour vous faire adhérer dans les mutuelles de santé. Ça, c'est durable. Ça, c'est pérenne. Mais compter sur les billets d'avion, alors que le pays cherche à attirer des touristes, on ne peut pas. Les low cost, les avions, les compagnies d'aviation à bas prix sont en train de faire une concurrence extraordinaire. C'est le ministre du Tourisme qui, à un certain moment, va dire il n'est pas question d'augmenter le prix des billets vers le Sénégal. La destination ne sera plus intéressante. Projet de loi contre la fraude dans le cadre de cette CMU. Vous y avez été associé? Oui. Non. Ah bon? Nous n'avons pas été associés. Pourtant, on a beaucoup entendu parler de la CMU. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous n'avons pas été associés. Ce projet de loi contre la fraude. Nous n'avons pas été associés, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un début de mise en œuvre.
Depuis 2 ans, nous n'avons pas arrêté de dire une CMI sans loi, ça n'est pas pérenne. Il suffit qu'en 2019, que vous soyez élu pour des raisons purement politiciennes, pour que vous veniez nous dire ça n'est pas ma priorité, la CMU. Alors que c'est une innovation sociale extrêmement importante et c'est nous qui allons perdre en tant que citoyens, surtout ceux qui sont les plus défavorisés. Donc, on a dit il faut une loi et l'agence nous avait compris, la CACMI nous avait compris. Aujourd'hui, on se réjouit qu'on est sur la voie pour mettre en œuvre cette loi-là. Il faut profiter de cette législature. Oui. C'est là déjà que la loi soit votée, là, avant la fin de cette législature? C'est ce qu'il faut. À mon avis, de manière stratégique, c'est ce que j'aurais fait. Une procédure d'urgence. Mais d'ici là, c'est encore possible, oui. Parce que c'est jusqu'en juin, cette législature. Oui. Hein? Oui. Je veux dire, il est tout à fait opportun et stratégique de faire voter ça parce que tous les députés à qui nous avons pu parler nous ont dit cette loi, si elle vient, on la vote. Dernière chose, on est rattrapé par le temps, c'est le foncier. Il y a eu un forum qui s'est tenu à Dakar dans le cadre du forum foncier mondial, justement, il y a 2 ans, en 2015. Quelle réflexion vous inspire la problématique foncière dans nos pays, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, dans un contexte de réforme foncière? Oui, un grand enjeu, un grand enjeu. Oui. Pour les politiques, aujourd'hui, le référentiel, c'est quoi? C'est le PSE. Il n'est pas possible d'avoir un PSE si on ne stabilise pas le foncier dans ce pays. Vous ne pouvez pas appeler des investisseurs, leur demander de venir investir sur vos terres, alors qu'ils ne sont pas sûrs d'être sécurisés. Mais en même temps, les populations, les exploitations familiales, pour qui nous parlons, nous disent, mais on ne va pas quand même nous déposséder pour donner à des gens qui viennent de l'extérieur pour produire et aller nourrir leurs citoyens. L'Afrique ne peut pas continuer à être une mère nourricière pour des gens de l'extérieur. Il faut d'abord que l'Afrique commence à nourrir ses propres citoyens. Que faut-il faire aujourd'hui? Mais que faut-il faire? C'est justement faire en sorte que le document de politique foncière, qui a été travaillé par la Commission nationale des réformes foncières de manière inclusive, basé sur un consensus de tous les acteurs. C'est extraordinaire le travail de création de consensus qui a été fait par la Commission nationale des réformes foncières. Ce document est déposé sur la table du chef de l'État. Il faut juste que le chef de l'État donne son feu vert pour qu'on passe à la législation foncière. Depuis quand il est sur la table? Ça doit faire au moins 3 mois, 4 mois, sinon 5, que ça a été déposé. Et donc, il faut bien qu'à un certain moment, qu'on puisse dire oui, comme l'avaient dit les autres, sans changer une virgule, je l'adopte, ou alors, non, il faut changer tel aspect, il faut changer tel aspect, mais qu'on avance. On ne peut pas garder le silence sur une réforme foncière aussi importante. Merci, Amaury Cheikh Kanouté. C'est un sujet important. Absolument. On est rattrapé par le temps, malheureusement. Vous êtes le directeur exécutif de la CICODEV, l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. C'est tout pour ce soir. Demain, vous avez rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci. Excellente soirée.